chômage a légèrement augmenté en août, 0,7% de demandeurs d'emploi en plus. Le dollar, toujours en flèche, la devise américaine a frôlé les 9 francs 30 à Paris aujourd'hui. Soulagement à Toulouse, l'important contrat conclu entre Airbus Industriel à Paname donne un coup de fouet à l'aéronautique européenne. Ouverture à Marseille du procès des fausses factures, 86 inculpés, dont un inspecteur central des impôts. Madame, Monsieur, bonsoir. 20 jours après le naufrage du Mont-Louis, un tiers de la cargaison a enfin pu être ramené à la surface. Le temps et les marées ont permis aux plongeurs de travailler sans relâche et une dizaine de fûts contenant de l'hexafluorure d'uranium sont maintenant à l'abri. Sur les lieux, Dominique Thiers. Toutes les demi-heures, un fût d'hexafluorure d'uranium était repêché ce matin par les grues de la plateforme Titan 8. Ils sont 10 à présent entreposés sur la barge, manipulés avec précision, puis auscultés par les techniciens et ingénieurs du commissariat français à l'énergie atomique. Les premières vérifications visuelles étant faites, on passe minutieusement à tous les examens de rigueur. Les mesures de sécurité sur la plateforme semblent assez souples. Seul le masque à gaz est obligatoire. Toute personne sur la barge Titan 8 en porte un autour de la ceinture dans ce sac kaki. Pete Pardone, chef des plongeurs et responsable des travaux, coordonne les opérations pour la SMICTAC. C'est lui qui donne les ordres. Sur l'épave, un plongeur est équipé, combinaison complètement étanche, double paire de gants conçus spécialement. Il va descendre, arrimer les fûts. Plus loin, un autre plongeur entre en action. Sa mission consiste à inspecter les réservoirs arrière du navire et, si besoin, à colmater les brèches. Le câble qui le relie à la surface lui permet d'être alimenté en air et surtout à communiquer avec les techniciens de la plateforme. Tout se passe ici dans un calme étonnant. En 2 jours, un tiers des fûts pleins a déjà été récupéré. Il reste néanmoins au fond des cales du Mont-Louis près de 100 tonnes de matériel, tubes et accessoires sophistiqués à destination de l'URSS. Mais pour l'heure, la priorité a été donnée à la cargaison d'hexafluorure d'uranium, estimée par les compagnies d'assurance à plus de 100 millions de francs. Le Premier ministre Laurent Fabius a assuré aujourd'hui son homologue belge que le pompage du mazout et du fioul du cargo sera effectué dans les plus brefs délais pour éviter tout risque supplémentaire de marée noire. 2 360 300 demandeurs d'emploi en France en août. Tel est, en données corrigées des variations saisonnières, le dernier chiffre du chômage qui accuse donc une augmentation de 0,7% par rapport au mois précédent. Selon le ministère du Travail, ces chiffres confirment le ralentissement de la progression du chômage. S'ils enregistrent donc le nombre de chômeurs supplémentaires sur le marché du travail, c'est-à-dire les nouveaux chômeurs, tous ceux qui sont sans emploi maintenant depuis 2 ans sont dans une situation critique. Ils arrivent en effet en fin de droit, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus couverts par les ACEDIC. Leurs seules ressources alors sont éventuellement une allocation de l'État. Des cas tragiques comme ceux-ci. Alors le repas est simple. Le matin, il y a 2 tartines pour chaque enfant, de petit déjeuner. Chaque enfant, je parle. Les parents, on ne prend pas de petit déjeuner. Le midi, il y a 3 beefsteaks pour 6, ou 3 steaks hachés. Le soir, pain au café, ce qu'on appelle ici trempette. Sans fromage, parce que le fromage est trop cher. Outreau, dans la banlieue de Boulogne-sur-Mer, 15 000 habitants, 17% de chômeurs, dont la moitié depuis plus de 2 ans. En 1978, la principale usine de la région, les aciéries Paris-Outreau, ont fermé. Les chômeurs et les jeunes n'ont pu trouver de travail ni dans la pêche, en crise elle aussi, ni dans le bâtiment. Ils vivent aujourd'hui des subsides de la mairie. Chaque mois, il y a pour eux une distribution de victuailles. Ça fait combien de temps que vous êtes au chômage? 3 ans. Qu'est-ce que vous avez comme ressources? Aucune ressource. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je travaille dans le poisson. Conducteur d'engin. Et vous ne trouvez rien? Non. Quel âge avez-vous? 44 ans. Je vois quelquefois ici des femmes qui pleurent. C'est plus que pénible. C'est difficile à supporter même. C'est des cas vraiment énormes. De détresse, de désespoir, des gens qui veulent par tous les moyens travailler, faire n'importe quoi, mais je vois des hommes qui disent mais donnez-moi n'importe quoi, donnez-moi du travail, faites quelque chose pour moi.
Et on ne peut rien. Ici à la mairie, nous tenons un registre de toutes les demandes d'emploi qui nous sont faites. Mais c'est énorme, énorme. Pour la mairie, ce chômage est un véritable casse-tête. Il le sera plus encore lorsque l'usine Jacob de Lafont aura fermé ses portes le 31 mars prochain. Alors le maire se débat pour trouver des solutions. Nous venons de créer un comité local de développement, d'Outreau, dont le siège est en mairie, dont le but principal est la promotion des sites que nous avons et que vous avez pu voir, les anciennes APO qui nous ont laissé des friches industrielles, et nous le craignons, le site de la SGF, de la Société Générale de Fonderie. Faciliter également la réinsertion professionnelle des jeunes ou des moins jeunes qui sont sans emploi et, bien sûr, tout faire pour les créations d'entreprises, grosses ou petites, elles seront toutes accueillies. Pour les chômeurs, ce plan de développement d'Outreau est le dernier recours. L'espoir enfin de retrouver, peut-être, n'importe quel emploi. Une enquête révélatrice publiée dans les cahiers du Centre d'études de l'emploi affirme que d'après les chômeurs interrogés, les relations personnelles sont le moyen le plus efficace pour retrouver du travail. L'Agence nationale pour l'emploi ne paraît efficace qu'à 7% d'entre eux. Le ministre du Travail, Michel Delbar, entreprendra la semaine prochaine une large série de consultations sur les problèmes de l'emploi. Dans un entretien accordé au Nouvel Économiste, il se déclare favorable à l'assouplissement de certaines pratiques d'embauche, comme les contrats à durée déterminée et les règles du travail intérimaire. La situation de l'emploi dans la région de Toulouse se trouve confortée à point par l'important contrat que le consortium européen Airbus a conclu avec la compagnie aérienne américaine, la Pan Am. Je vous le disais hier, il s'agit de la vente à la Pan Am de 28 Airbus, 63 autres appareils étant soit en option d'achat, soit en location. Pour l'aérospatiale, qui est à Toulouse, comme pour les sous-traitants, le contrat promet un coup de fouet dans un secteur menacé de marasme. Et déjà, les syndicats demandent la suppression immédiate du chômage partiel. En tout cas, les nombreux appareils qui attendaient sur le parking de Toulouse ont maintenant trouvé preneur. Geneviève Boll. Les queues blanches, c'est-à-dire les avions invendus qui stationnent sur l'aérogare de l'aérospatiale à Toulouse, ont trouvé preneur. Elles porteront les couleurs de la Pan Am. À Airbus Industrie, on exulte. Oh, c'est formidable, il y avait une euphorie générale hier soir et on est très content parce que bon, on pensait peut-être un petit peu au chômage, mais là maintenant on est assuré d'avoir du travail pour quand même pas mal de temps. Et puis aussi surtout c'est quelque chose de gagné sur la concurrence et sur Boeing et ça nous fait plaisir. Mais si le contrat Pan Am permet une véritable percée de l'Airbus sur le marché mondial, cela ne résout pas pour autant les difficultés actuelles de l'aérospatiale. 12 des Airbus 300 qui seront livrés à Pan Am fin 84 sont des queues blanches. Nous en avons vu 5 à Toulouse, il en existe encore 19 en Allemagne. Ce sont donc des avions en stock qui partent. Pour les avions vendus pour la première part à Pan Am, ça ne changera rien, ces avions sont terminés. Pour les A310-300 commandés par Pan Am, ils commenceront à pénétrer en chaîne vers la fin de l'année prochaine sensiblement. Donc ce sont des avions qui seront livrables en 86, 87 et 88, ce qui fait qu'ils s'inscrivent dans une tranche d'appareils qui a aujourd'hui été disponible dans le carnet de commandes constructeur. Ça permet donc de conforter un plan de charge, ça permet de voir l'avenir avec un certain optimisme raisonné, mais il y en a encore d'autres à vendre. C'est cet optimisme raisonné qu'il faudra faire passer auprès des ouvriers à qui l'on annonce déjà que les journées de chômage technique pour fin 84 et 85 sont maintenues. Cependant, l'aérospatiale, mais aussi tous ses sous-traitants, reçoivent avec ce contrat une bouffée d'oxygène. C'est toute une irrigation. Il y a effectivement ceux qui travaillent directement sur les avions, mais il y a aussi toutes les entreprises, petites et moyennes, qui font de la sous-traitance. Alors comme le plan de charge avait tendance à baisser, eh bien l'aérospatiale a rapatrié la sous-traitance. Elle faisait les choses elle-même. À partir du moment où elle a du travail, fatalement, elle distribue ce travail autour d'elle aux entreprises de Toulouse et de la région. Ainsi, malgré tout, Airbus aux couleurs de la Pan Am, c'est une excellente affaire. Les ingénieurs européens d'Airbus Industrie vont même plus loin. Pour nous, c'est l'Europe, c'est la future. On a gagné, on dit en France. Pan Am, c'est fantastique.
Le contrat conclu avec Paname est en tout cas le plus important jamais signé par Airbus. Et il représente pour l'industrie européenne une formidable percée sur le marché américain. Un marché jusqu'ici jalousement surveillé par le géant américain Boeing. Pierre Ly. Boeing, le géant américain, vient de perdre une nouvelle manche contre l'avion européen. Airbus Industries avait déjà marqué des points aux États-Unis en 1977 en vendant 34 appareils à Eastern Airlines. Mais aujourd'hui, avec la commande de la Paname, l'empoignade devient sérieuse. La guerre ne va pas s'intensifier, elle est déjà tout à fait intense, je vous le garantis. Boeing sera bien obligé de réagir, et alors, vous savez, si vous prenez le marché du 150 places, c'est-à-dire le 320, il y a 4000 avions à remplacer, on peut être deux là-dessus. Nous ne cherchons pas aucun monopole, nous cherchons notre place au soleil, nous l'avions déjà trouvé, et maintenant le soleil est devenu un peu plus fort encore, on va bronzer. Quels sont les arguments qui ont joué en faveur d'Airbus? Probablement $1 à 9 francs 20, il avantage les Européens par rapport aux constructeurs américains, mais surtout deux atouts qui n'ont rien de financier, l'un technique, l'autre conjoncturel. Atout technique, Airbus, en avance sur ses concurrents, disposera dès 1988 du A320, premier avion conçu à la suite de la crise pétrolière. Son économie de carburant est de 50% sur les modèles de même capacité existants. Il sera en service bien avant que Boeing ait pu mettre sur le marché un appareil équivalent. Atout conjoncturel, Airbus disposait d'une vingtaine d'avions invendus, baptisés Queue Blanche. Des A300 et A310. Aubaine pour la Paname, qui avait un besoin urgent de louer une quinzaine d'appareils. Le premier entrera en service la semaine prochaine. Les effets du contrat Paname sur le commerce extérieur français se feront sentir dès la fin de cette année, mais surtout dans les 2 ans qui viennent, la France recevant alors entre 20 et 30% du milliard de dollars que représente la commande, le reste étant réparti entre ses partenaires européens. Et le dollar ne cesse de monter. La devise américaine a coté aujourd'hui à Paris près de 9 francs 30, 9 francs 29,10 très exactement. Philippe Sassier et Jean Lebert. 9 francs 29,10 pour $1. Record absolu, un de plus. Il monte le billet vert et il continue de monter. Depuis 1980, son cours a plus que doublé. Le dollar est dans une spirale ascendante, rien ne semble devoir l'arrêter. Le marché ne s'est pas rendu compte qu'en 2 ans, environ 2 ans, la monnaie en tant que telle est devenue une matière première. Et que cette matière première est régie uniquement par les lois de l'offre et de la demande, au même titre que l'or, au même titre que le blé, au même titre que l'argent, au même titre que les carcasses de porc. La monnaie est une matière première. Et la plus abondante du monde. Donc la monnaie est le marché le plus large du monde. À cette explication inattendue, depuis la fin de l'été s'ajoute un allègement fiscal. L'administration américaine a annoncé la suppression de l'impôt de 30%, que le fisc américain prélevait à la source sur les revenus des placements étrangers. Pour les financiers, les États-Unis ne sont pas encore devenus un paradis fiscal. Et pour le dollar, cette mesure n'est pas, loin de là, la seule raison de hausse. Le dollar monte parce qu'il est attrayant, parce que l'Amérique actuellement est en pleine gloire, en pleine reprise d'activité, qu'elle attire les capitaux, qu'elle est le pays où l'économie libérale s'exprime le mieux qu'on puisse imaginer. La reprise économique, elle est aux États-Unis. Elle n'a même pas encore atteint l'Europe, non seulement pas la France, mais même pas l'Europe. Le dollar est la monnaie la plus utilisée dans le monde. Ces mouvements ont des répercussions très rapides sur les uns et les autres. Du chef d'entreprise au chef de gouvernement, on doit tenir compte dans ses prévisions du cours du dollar. Sa forte hausse n'est pas sans conséquence pour la France. Cognac, pour les parfums, pour les avions, on vient de le voir avec les Airbus. Le dollar en hausse, c'est une bonne fée qui, d'un coup de baguette magique, fait baisser les prix des produits français aux États-Unis. Boire une bouteille de Bordeaux à New York, sous Ronald Reagan, coûte environ 30% moins cher en moyenne que sous Jimmy Carter. Les petits coups de rouge donnent les gros coups de pouce à nos exportations et les ventes de produits français aux États-Unis ont progressé de 60% depuis le début de l'année, ramenant ainsi, pour les 7 premiers mois de 1984, notre déficit avec les États-Unis à 1,2 milliard de francs contre 18 milliards de francs l'an passé. Ça ne s'était pas vu depuis 20 ans. Mais d'une façon générale, et pour l'ensemble de l'économie française, ce dollar en hausse est une fée carabosse. Songez qu'il y a juste un an, Jacques Delors faisait ses prévisions pour le budget 84 en comptant sur un dollar compris entre 7,50 francs et 8 francs. Tous les calculs
ont donc été revus parce que plus de 30% de ce que nous importons, à commencer par le pétrole, sont payés avec des dollars. Lorsque le billet vert augmente de 10% sur une année, nos importations nous coûtent 15 milliards de plus et la hausse des prix augmente de 0,6% supplémentaire. Enfin, il y a notre endettement. Celui-ci s'est considérablement accru depuis 3 ans, notamment en dollars, et le remboursement de nos dettes amputera le pouvoir d'achat des Français si la monnaie américaine reste à ces niveaux actuels. C'est pourquoi, à Paris, comme dans toutes les autres capitales européennes, l'envolée du billet vert donne le frisson. Les effets de la hausse du dollar ne se font pas seulement sentir par rapport au franc, en effet, mais aussi par rapport aux marques allemandes. Le dollar, en effet, a passé maintenant la barre psychologique des 3 Deutschmark. La situation vue de Bonn, Michel Meyer. Le dollar au-dessus du cap des 3 marques, un seuil psychologique, disait-on. En fait, les Allemands sont loin de s'affoler, à commencer par le ministre des Finances de Bonn. Tenir les taux d'intérêt, c'est notre problème numéro 1. On y arrive pour l'instant, estime Gerhard Stoltenberg. Les Allemands ne sont donc pas trop touchés. Cela dit, si cette hausse du dollar dure, nos prix à l'importation grimperont. Ça pourra l'an prochain affecter notre remarquable stabilité des prix. L'avantage, c'est que nos exportateurs voient gonfler leurs commandes. C'est vrai, les industriels ouest-allemands profitent de la hausse du dollar, car à l'exportation, leurs prix sont en baisse. L'Allemagne fédérale est donc en voie de se refaire un beau matelas de réserve en devises. Bien sûr, et c'est là l'écueil, les produits importés payés en dollars deviennent plus chers, mais cet effet négatif est pour l'instant observé avec une certaine sérénité dans un pays où, durant les 12 derniers mois, le taux d'inflation a été inférieur à 2%. Sur le plan boursier et monétaire, un autre phénomène révélateur. On assiste à une fixation sur des valeurs et une monnaie allemande perçue comme des refuges ou points d'ancrage dans le cadre européen. C'est peut-être ce qui explique l'attitude plus patiente que résignée des Allemands envers le pays du dollar. Rien ne bougera avant les élections américaines, affirme Gerhard Stoltenberg. Tout de suite après ces élections, il faudra agir pour que le Parlement et le nouveau gouvernement américain réduisent leur déficit budgétaire, diminuent leurs dettes, afin que les taux d'intérêt baissent et avec eux le dollar. Un apport de devises pour le commerce extérieur français. L'Union soviétique aurait acheté 1 million de tonnes de blé français. Un contrat qui s'ajoute aux achats effectués par Moscou aux États-Unis et qui confirme la mauvaise récolte de céréales cette année en Union soviétique. Georges Bortoli. Les céréaliers français vont bénéficier cette année d'une forte demande soviétique. À la suite d'une mauvaise récolte, l'URSS achèterait près de 3 600 000 tonnes de blé à la France. Une chance pour notre pays qui a engrangé cette année une récolte record. On va donc reparler de Jean-Baptiste Doumengue, vedette des ventes agricoles françaises à l'URSS, mais au-delà de ce personnage symbolique, c'est tout le commerce de céréales français qui sera heureux de placer une partie de nos excédents. Quant aux céréaliers américains, ils ont franchement le sourire. Le président Reagan vient de leur annoncer que le plafond des ventes des céréales américaines à l'URSS passait de 12 à 22 millions de tonnes. Voilà de quoi calmer la bourse aux céréales de Chicago, qui, ces derniers temps, était plutôt nerveuse, car, rappelons-le, les producteurs de blé, de maïs et de soja américains tirent le quart de leurs revenus des exportations. Autrement dit, la sécheresse qui a sévi cette année en URSS arrange bien les affaires de certains pays producteurs occidentaux. La récolte n'atteindrait que 180 millions de tonnes contre 238 prévues au plan. Mais faut-il incriminer la seule sécheresse? Les catastrophes climatiques que les responsables soviétiques dénoncent périodiquement masquent mal les difficultés structurelles d'une agriculture alourdie par une bureaucratie envahissante. 2 mots de politique française avec les soubresauts de la commission d'enquête parlementaire sur les avions renifleurs. Contrairement à ce que l'on savait hier soir, la commission a finalement renoncé d'elle-même à entendre Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien chef de l'État a été informé par écrit hier soir à 19h30 de l'annulation de la convocation. La majorité socialiste de la commission a donc finalement suivi le vœu du président Mitterrand qui estimait que selon la Constitution, son prédécesseur n'avait pas à être entendu sur cette affaire.
affaire. Le rapporteur de la commission, le communiste Parfait Jans, dénonce ce qu'il appelle des pressions insistantes venant d'un niveau très élevé. Le président de la commission, le socialiste Jean-Pierre Michel, rappelle ce soir que tous les membres de la commission sont tenus au secret sous peine de poursuites judiciaires. Un sondage publié ce soir par le journal La Croix mesure les réactions de l'opinion et singulièrement celles des parents d'élèves de l'enseignement privé aux mesures annoncées par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Chevènement, pour mettre fin à la querelle scolaire. 57% des parents d'élèves du privé approuvent ces mesures, 15% sont contre. Pour l'ensemble de l'opinion, 45% des personnes interrogées y sont favorables et 17% sont contre. Trop de morts, trop de blessés chez les policiers en uniforme. Tel est le cri d'alarme et de colère lancé par Bernard Deleplace, le secrétaire général de la Fédération autonome des syndicats de police. Les dirigeants de cette fédération, qui est majoritaire dans la police en tenue, se sont réunis en session extraordinaire. Bruno Ledreff. Il faut des mesures concrètes pour protéger les policiers, dit la Fédération autonome des syndicats de police, qui hausse le ton. Nous avons un métier à haut risque, reconnaît son secrétaire général, qui réclame cependant des punitions exemplaires contre les tueurs de policiers, un contrôle plus strict dans l'attribution des permissions de sortie aux détenus et un renforcement de la lutte contre le trafic d'armes. La mort d'un policier, c'est pas un fait divers. C'est un fait de société, c'est ressenti comme tel. Et nous devons réagir. Alors, quelle est votre principale proposition ? Eh bien, nous voulons ouvrir un dossier qui n'a jamais été ouvert dans l'administration de la police. Vous savez, dans le privé, quand un accident du travail arrive, il y a immédiatement l'inspecteur du travail qui enquête. Il y a une réunion entre patronat et syndicats pour définir les mesures de sécurité pour éviter d'autres victimes. Eh bien, chez nous, il n'y a jamais rien de cela. Alors, nous avons la ferme détermination d'ouvrir ce dossier avec fermeté, en déposant plainte, s'il le faut, contre l'administration, nous constituant partie civile, pour que ces morts vivent, pour qu'ils servent à quelque chose, pour réduire les hauts risques de la profession. Depuis le début de l'année, 5 policiers en tenue, 1 en civil et 4 gendarmes ont été tués en service. C'est un procès de longue haleine qui s'est ouvert aujourd'hui à Marseille, le procès des fausses factures. À l'origine de l'affaire, la mort de René Lucet il y a 2 ans et demi. Au terme de 2 ans d'instruction, 86 inculpés, dont 22 employés municipaux et un inspecteur central des impôts. Sur place à Marseille, Paul Lefebvre. 2 tentations pèsent sur l'énorme dossier de fraude et de corruption ouvert ce matin par le président Aldemar dans cette salle du Palais de Marseille. La première de ces tentations, c'est la routine oubli d'un procès qui va durer 2 mois au moins. Tout le monde a intérêt, surtout les inculpés, à lasser la curiosité pour étouffer son propre scandale. On fait le gros dos devant la justice qui ne pourra juger que ce qu'elle peut prouver. La seconde tentation, qui est l'une de nos mauvaises habitudes à nous tous, est de considérer la délinquance financière, et c'est l'un des plus beaux exemples de ces dernières années, comme quelque chose de moins grave que l'agression de vieilles dames ou le vol à main armée. Lorsque les marchés publics sont faussés, lorsque des fonctionnaires sont corrompus, lorsque le monde politique est éclaboussé par la rumeur à défaut de preuves, lorsque l'argent public est gaspillé par les combines, cela veut dire que quelque chose ne va pas dans notre société. La seule consolation que procure pour l'instant ce procès de Marseille, avant Nice et Paris, est de constater que malgré ces accros, le système judiciaire fonctionne. 110 francs, c'est le montant de la taxe que vous devrez payer à partir du 1er janvier prochain si vous circulez avec votre automobile en Suisse. Les étrangers, comme les Helvètes, devront en effet payer une taxe pour utiliser le réseau routier et notamment les autoroutes qui ne seront plus ainsi totalement gratuites en Suisse. À la frontière entre la Suisse et l'Italie, quelques 1200 routiers bloquent une nouvelle fois les postes douaniers. À l'origine de leur mécontentement, toujours la lenteur des douanes italiennes. Emmanuel Vanier. 7 mois après, nouvelle colère des routiers. Depuis 24 heures, 1200 camions bloquent la douane de Chiasso, entre la Suisse et l'Italie, un des points de passage les plus fréquentés. Toujours pour les mêmes raisons, la lenteur des douaniers italiens. Hier, les autorités italiennes et helvétiques avaient fait des propositions que les camionneurs ont rejetées, les qualifiant de simples promesses. Cet après-midi, les négociations ont repris. Les routiers réclament des mesures concrètes pour que les opérations de transit soient accélérées. Toutefois, ce soir, le blocus n'est pas total. Quelques voitures parviennent à franchir le poste frontière.
Mais les routiers menacent d'étendre leur action s'ils n'obtiennent pas rapidement satisfaction. 400 kilomètres en 20 jours. C'est une extraordinaire histoire de fidélité. C'est aussi l'histoire d'un instinct, un instinct formidable que nous raconte Françoise Champet. Il se passe vraiment quelque chose d'étrange dans la tête des chats. Des histoires comme celle-ci sont à peine croyables. Minette s'était égarée dans un camping où ses maîtres étaient en vacances. Longue recherche, aucun résultat. En fait, Minette était déjà rentrée. 400 km de route en 20 jours, une épopée qui a laissé cette chatte de 11 ans aux limites de l'épuisement. Quand elle est arrivée, je ne pouvais pas la caresser comme ça, que sur la tête. Il n'y a que sur la tête qu'elle est pas mal. Je la caressais comme ça, elle gémissait. Vous la ramènerez encore en vacances? Oh oui, moi je pense que oui. Je pense que oui, oui. Mais on prendra plus de précautions. L'animal a une certaine faculté de mémorisation. Il se souvient des lieux, son corps a enregistré des sensations. Et il l'utilise également pour s'orienter le soleil qu'il suit sur son arc. Il y a également des notions plus complexes de champ magnétique, de champ électromagnétique ou éventuellement d'horloge interne. L'homme de science peut tenter d'expliquer un tel phénomène, émettre des hypothèses. L'énigme reste entière et le seul à connaître la réponse, à part Minette, bien sûr, c'est peut-être Milord. En tout cas, Minette a bien de la vigueur. Après Bernard Hinault, Greg LeMond, c'est presque officiel, le cycliste américain va rejoindre l'écurie de Bernard Tapie, le patron de la Vie Claire et de bien d'autres entreprises qui continuent ainsi d'investir dans le cyclisme. Dominique Leglou. Bernard Hinault, c'est le présent du groupe La Vie Claire. Greg LeMond, c'est son futur. À 23 ans, le champion du monde 83 va coûter 9 millions de francs au groupe de Bernard Tapie. Mais ce n'est pas seulement pour une question d'argent que Greg LeMond, l'américain, souhaite signer à La Vie Claire. C'est toute une dynamique qui semble l'avoir conquis. Le coureur cycliste a une carrière qui dure en fait à peine 10 ans. Et que sa vie active professionnelle dure derrière à peu près 30 ans. Et que lorsqu'on est Greg LeMond et qu'on a son coefficient intellectuel, on mesure les choses non pas sur 7 ans qui restent, mais sur 25 ou 30 ans. Un coureur de chez Renault, quand il n'est plus dans l'équipe Renault, il n'est plus dans l'équipe Renault, il n'est plus rien. Alors on les voit de temps en temps faire des commentaires, vous savez, à l'arrivée du Tour, ils ont 15 kilos de trop et ils racontent leur guerre. Mais s'il a une vision un peu différente de sa carrière future, et c'est son cas, il a envie dès maintenant d'entrer dans une structure qui assurera sa reconversion dans l'avenir. Et vous assurez sa reconversion? Bien sûr, on crée aux États-Unis une société commune, comme on l'a fait en France avec Bernard, comme on va le faire avec Andersen dans les pays scandinaves, comme on va le faire avec Boer au Canada. Ce sont des gens qui prévoient davantage leur avenir que simplement ceux qui se contentent de toucher un cachet important sur l'année prochaine. Voilà donc un nouveau départ pour LeMond, un départ qui engage toute une vie professionnelle, une vie qui ne s'arrête pas au vélo. C'est une nouvelle donne dont il faudra désormais tenir compte. Soulagement dans le football européen. Malgré la grève que poursuivent les joueurs espagnols, les 6 clubs qualifiés pour les Coupes européennes participeront au premier tour aller mercredi prochain, et ce afin de ne pas encourir les sanctions que pourrait leur imposer l'UEFA. Mais il n'y aura pas de match dimanche prochain en Espagne. En France ce soir, 3 matchs en retard de la 7e journée de championnat. Tournante, Lens, Nancy et Sochaux, Toulouse. Les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé de demain à Vincennes, le 17, le 18, le 10, le 11, le 19, le 16, le 13 et le 4. L'aventure a commencé aujourd'hui sur le fleuve Niger, en Afrique. L'aventure de tous ceux qui participent au premier rallye motonautique de Niamey à Bamako. C'était aujourd'hui le prologue de l'épreuve. Brigitte Duvauchel. L'aventure commence avec le mode d'emploi. Le montage du bateau est un véritable casse-tête. Sur les 40 équipages engagés, la plupart sont des amateurs de sensations fortes qui ne savent pas toujours bien manier le tournevis. Mais cela fait partie de ce premier raid africain. Le goût du risque, du dépaysement les motive, mais ne leur fait pas perdre leur sensibilité. Oh, moi, ce que j'ai le plus peur, peut-être, c'est de... qu'on fasse du mal à un hippopotame, peut-être. Je crois qu'on va rencontrer pas mal, donc ça serait dommage parce qu'ils sont si gentils. Avant d'entreprendre la remontée longue de 2000 km du Niger, on fait les dernières emplettes, car l'expédition les mènera dans des régions désertiques où ils seront coupés de toute civilisation pendant une quinzaine de jours.
La flotte est composée de bateaux à coque rigide et de bateaux pneumatiques qui devront se faufiler à travers des rochers coupants. Ils devront aussi éviter de s'enliser dans les marécages ou de se retourner sur le dos d'un hippopotame qui fait sa sieste. Les gagnants du prologue, les voici. Paoli Malmontet-Lebert en 13 minutes 39 secondes. Demain, première étape, Niamey-Namaro, l'aventure africaine commence vraiment. Et maintenant, Brigitte Simonetta va nous parler du temps pour demain. Oui, avec encore quelques soucis pour ce samedi, car la perturbation qui est passée aujourd'hui ne nous lâchera pas comme ça. Regardez, la photo satellite était importante. Cette perturbation, elle recouvrait l'ensemble du territoire. Mais son rythme est rapide et elle glisse déjà vers le rhombe central. Résultat, demain, quelques régions seront touchées. Regardez la carte. Ce sont essentiellement celles qui vont du Pas-de-Calais à la Champagne, la Franche-Comté, la vallée du Rhône, le sud des Alpes et la Corse. Là, le temps restera nuageux avec encore des possibilités d'averses et des risques d'orage. Partout ailleurs, des éclaircies se développeront, éclaircies timides le matin sur le Massif central et les Pyrénées, mais qui deviendront de plus en plus belles au fur et à mesure de la journée. Mais le thermomètre est en baisse légèrement, de 18 à 21 degrés sur la moitié nord, de 19 à 25 degrés sur la moitié sud, 25 sur la Corse. Demain, samedi 15 septembre, le soleil se lèvera à 7h26, se couchera à 20h03 et ce sera la Saint-Roland. À 23h, Jacques Segui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi avec Daniel Bilalian. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.